Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Delphine Buboué et je suis ingénieure biologiste au département de génétique médicale dans l'UF de métabogénétique et neutrogénétique qui est dirigée par le docteur Christine Belani-Chantelot, donc sur le site de la Pité-Salpêtrière, et on est rattaché au CRMR Présis. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique qu'on a mise en place au laboratoire qui est un test fonctionnel d'épissage par mini-gène. Et on va voir l'application de cette technique dans le diagnostic des diabètes monogéniques. Donc on va commencer par une introduction sur les diabètes monogéniques et sur l'épissage et sa régulation. On verra ensuite le test mini-gène. Je vais vous présenter le principe de la technique et le type de résultat qu'on peut en obtenir. On va voir ensuite comment on a fait le choix des variants qu'on a testés. On verra ensuite les premiers résultats et puis bien sûr des petites notions de conclusion et perspective. Donc les diabètes monogéniques, qu'on appelle aussi diabète MODY pour Maturity Onset Diabetes of the Young. C'est une pathologie qui se transmet selon le mode autosomique dominant, avec un diabète qui est diagnostiqué à un âge jeune. Donc historiquement, on parlait de avant 25 ans. À l'heure actuelle, on se met plutôt à une barre de 40 ans environ. C'est des diabètes qui sont non insulino-dépendants au diagnostic et chez des patients qui n'ont pas de surpoids. Et les diabètes monogéniques, ça représente environ 2 à 3% de l'ensemble des diabètes. Donc ça, c'était le diagnostic clinique. Comment est-ce qu'on fait le diagnostic moléculaire? Donc, si le patient a un phénotype qui est avec une clinique très évocatrice d'un gène en particulier, on va analyser directement ce gène. Par contre, si et dans la majorité des cas, il n'y a pas une clinique particulièrement évocatrice d'un gène, on va faire en fait l'analyse d'un panel en NGS. Donc nous, notre panel actuel, on analyse en parallèle 32 gènes impliqués dans les diabètes monogéniques. Ici, c'est une figure qui reprend les résultats qu'on a publiés très récemment, où en fait on confirme que GSCK, HNF1A et HNF4A sont en fait les gènes majoritairement impliqués dans les diabètes monogéniques, puisqu'ils expliquent à eux seuls 71% des cas de diabète monogénique. Donc, à l'heure actuelle, le challenge du séquençage, c'est plus l'identification des variants, mais c'est effectivement l'interprétation de leur pathogénicité. Et nous, au laboratoire, on utilise principalement les critères de l'ACMG, donc c'est l'American College of Medical Genetics, donc qui consiste en fait à rassembler un certain nombre d'arguments pour pouvoir classifier le variant. Donc c'est des arguments de fréquence, des arguments structuraux, des arguments de ségrégation ou de phénotype par exemple. Et donc ça nous permet d'interpréter les variants. Donc soit on considère ils sont classés comme bénins ou probablement bénins, donc c'est ce qu'on appelle aussi classe 1 et classe 2, et dans ce cas-là ils sont totalement exclus. Soit au contraire on les considère pathogènes ou probablement pathogènes, et dans ce cas-là on estime que c'est ce variant qui explique le phénotype du patient. Et malheureusement, on a quand même un certain nombre de variants de signification incertaine, qu'on appelle aussi de classe 3, et pour lesquels on ne peut pas conclure en l'état actuel des connaissances. Et donc, c'est pour ces variants qu'il est très intéressant d'accumuler d'autres arguments, et notamment des arguments fonctionnels. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut se poser la question de l'effet du variant sur l'épissage. Alors, on l'a déjà vu juste avant un petit peu, mais l'épissage, il s'agit en fait, au niveau de l'ARN messager, d'éliminer les séquences introniques pour rabooter en fait les exons. Et pour ce faire, il y a plusieurs éléments importants, donc le site donneur, le site accepteur et le point de branchement, et également des éléments exoniques et également des éléments introniques qui peuvent soit favoriser, soit inhiber l'épissage. Voilà, et donc on peut comprendre qu'un variant, qu'il soit intronique ou exonique, puisse avoir un effet sur l'épissage. Donc comment est-ce qu'on fait pour déterminer si un variant peut avoir un effet sur l'épissage? La première ligne d'argument, ce sont les prédictions bioinformatiques, mais en fait celles-ci sont pas toujours fiables, elles peuvent être insuffisantes ou non conclusives. Et surtout, dans la classification qu'on utilise, il s'agit d'un argument faible. Et souvent, du coup, on ne parvient pas, avec juste cet argument faible, à classer de façon définitive un variant. Dans ce cas-là, il faut alors se diriger vers des tests fonctionnels. Et dans ce cas-là, il y a plusieurs choix. Soit on peut partir sur une analyse de l'ARN du patient, donc que ce soit par RT-PCR ou par RNA-seq.
Mais en fait, nous, notre problématique, c'est que nos gènes d'intérêt sont très très peu exprimés dans le sang, et donc ce genre de techniques ne sont pas disponibles dans notre thématique. Par conséquent, on a décidé de développer une autre technique, c'est la technique du mini-gène que je vais vous présenter maintenant. Donc le principe de la technique, c'est que là, on va partir en fait de l'ADN du patient et on va amplifier une région d'ADN qui contient l'exon d'intérêt, le variant qu'on aura identifié chez ce patient, qui est représenté par l'étoile, et environ 150 paires de bases de part et d'autre, qu'on va venir insérer dans un plasmide. Donc c'est un plasmide qui s'appelle PCAS2 et sur lequel il y a déjà un exon A et un exon B. Et donc on va construire en parallèle un plasmide qui contient le variant, mais également un plasmide avec la séquence sauvage. Et ensuite on va transfecter ce variant dans des cellules ELA. Enfin, on va transfecter ces deux plasmides en parallèle dans des cellules ELA, qui vont alors exprimer les ARN. Et au bout de 24 heures, on va extraire les ARN et on va réaliser une RT-PCR, une migration sur gel et du séquençage. Et pour illustrer le type de résultat qu'on peut obtenir, j'ai pris une figure d'un article qu'on a publié récemment en collaboration avec l'Université de Rouen qui avait fait les manips de mini-gènes. Et on voit donc à droite, c'est la condition avec le vecteur vide, donc sans insert à l'intérieur. Et on a un produit qui correspond en fait à la succession de l'exon A et de l'exon B. Dans la condition où on a transfecté les cellules avec le plasmide wild type, on voit qu'il y a ce produit ici qui correspond à l'exon A, à l'exon d'intérêt, puis à l'exon B. Et au milieu, c'est notre condition d'intérêt, donc avec le variant. Et on voit qu'on a quand même encore un petit peu de produit sauvage, mais on a aussi du produit avec seulement l'exon A et l'exon B. Donc là, en fait, ce qu'on peut en conclure, c'est qu'il y a un épissage partiel avec un saut d'exon. Donc voici le type de résultat qu'on peut obtenir. Donc en ce qui concerne les variants qu'on a voulu tester, on est parti dans un premier temps sur une étude rétrospective et pour ce faire, on est parti sur tous les variants de signification incertaine, probablement pathogènes et pathogènes qu'on avait identifiés sur les 3 gènes majeurs des diabètes monogéniques, donc on a identifié au laboratoire. Et on a sélectionné ceux qui étaient présents au niveau des sites naturels d'épissage. On a rajouté aussi un certain nombre de variants qui ne remplissaient pas tout à fait ces critères-là, mais qui nous semblaient quand même intéressants et qui semblaient pouvoir avoir un effet sur l'épissage quand même. Ce qui nous a fait une cohorte de 87 variants. Sur ces 87 variants, on a fait ensuite une analyse bio-info où on a cherché les résultats de plusieurs algorithmes. Donc la combinaison de l'algorithme Max-Scan et Splice-Site Finder-like, le résultat de Splice-AI et le résultat de l'algorithme SPIP. Et avec ces résultats, on a regardé pour chaque algorithme et chaque variant. On a donné un score de 1 si l'algorithme était en faveur d'une altération de l'épissage et un score de 0 si l'algorithme n'était pas en faveur d'une altération de l'épissage. Et donc pour chaque variant, il a un score compris entre 0 si aucun algorithme ne prédisait d'altération et un score de 3 si les 3 algorithmes étaient en faveur d'une altération. Et on a choisi de prioriser les variants qui avaient un score supérieur ou égal à 1, ce qui nous a fait notre étude rétrospective de 48 variants sur les gènes GCK1A et 4A. Donc à l'heure actuelle, on a les résultats définitifs pour les 25 premiers variants analysés et je vais vous présenter le type de résultats qu'on peut obtenir. Donc là, par exemple, c'est un variant qui est sur HNF1A en position plus 10 et il était prédit par un algorithme sur 3. Et donc au moment où on a fait le gel d'agarose, on a pu constater que on n'avait pas de différence entre la condition wild type et la condition avec le variant. Donc on avait bien l'exon A, l'exon d'intérêt et l'exon B. Et donc la conclusion pour ce variant, c'est qu'il n'a pas d'effet sur l'épissage. On a ensuite un variant du gène GCK qui est une délétion en plus 4, qui était prédit par les 3 algorithmes. Et sur le gel, on constate... Donc il faut savoir que là, c'est un variant qui est au niveau de l'exon 5. Et en fait, les exons 5 et 6 de GCK sont très proches et très courts, donc on a décidé de les cloner ensemble dans le plasmide. Donc pour la condition wild type, on a l'exon A, l'exon 5, l'exon 6, puis l'exon B. Alors que pour le plasmide avec le variant, on a seulement l'exon A, l'exon 6 et l'exon B. Et donc pour ce variant, on en conclut à un saut d'exon.
On a ensuite un variant qui est cette fois-ci intronique, donc à la toute fin de l'intron, qui était prédit de l'exon, pardon, un variant exonique qui est à la fin de l'exon, pardon, qui était prédit par les 3 algorithmes. Et ici, alors, en fait, on a testé 3 variants qui étaient très proches les uns des autres, donc une substitution en 207 et 2 substitutions différentes en 208. Et il s'avère que les 3 donnent le même résultat, à savoir en fait une insertion de 10 nucléotides introniques. Et donc pour ces variants, on en conclut à une rétention intronique. Ensuite, un variant HNF1A en plus 5 qui était prédit également par les 3 algorithmes. Et les résultats montrent en fait cette fois-ci une perte de 32 nucléotides de l'exon, ce qui était prédit par les algorithmes. Et donc voilà, pour ce variant, une perte exonique. Donc ici, pour les variants que je vous ai présentés jusqu'à présent, il y avait à chaque fois une seule bande, un seul produit d'épissage. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas. C'est ce qu'on va voir pour ce variant-ci, qui est un variant du gène GCK. Et ici également, en fait, on a testé 3 variants qui étaient proches les uns des autres. Et là, vous voyez qu'il y a tout de suite beaucoup plus de bandes. Donc, on a notamment la bande qui correspond aux produits sauvages. Mais on a également des bandes supplémentaires, donc celle du haut qui correspond à une rétention totale de l'intron 5. Une bande ici qui correspond à une rétention de 27 nucléotides de l'intron 5. Et cette bande-ci où on a une perte de l'exon 5 et une rétention de 27 nucléotides de l'intron. Et donc pour ces variants, on peut en conclure un épissage partiel, ce qui est un petit peu plus compliqué à conclure pour ces variants parce comme c'est un épissage partiel, c'est plus compliqué de voir la répercussion sur la clinique du patient. Donc là, je vous ai présenté des résultats un petit peu représentatifs, mais on a un tableau avec le résultat de nos 25 variants. Donc avec pour chaque variant, par quel algorithme il avait été prédit, le résultat du minigène et si le résultat de ce minigène a permis de reclassifier le variant. Donc sur ces 25 variants, pour l'instant, enfin pour les 25 variants, on en a 22 sur GCK et 3 sur 1A. Donc sur ces 25 variants, on a trouvé un impact sur l'épissage pour 22, donc c'est-à-dire 88%. Et sur ces 25 variants, il y en avait 21 qui étaient considérés comme variants de signification incertaine avant qu'on fasse le test minigène. Et donc le fait d'avoir vu un effet sur l'épissage grâce au test minigène a permis de conclure pour 18 sur 21 de ces variants qu'ils sont en fait probablement pathogènes. Et pour ces 18 variants, en fait, ils ont été identifiés chez un total de 66 patients dans 37 familles. Et chez ces patients, on peut donc conclure avec certitude et proposer un diagnostic, confirmer un diagnostic de diabète monogénique. Donc en termes de conclusion, je voudrais vraiment insister sur le fait que nos gènes d'intérêt ne sont pas du tout exprimés dans le sang et donc toutes les approches de RT-PCR ou de RNA-seq ne sont pas disponibles pour nous. Et c'est pour ça qu'on est allé vers la technique du minigène. En termes de variants analysés, donc là on est en train de finaliser une étude rétrospective de 48 variants qui étaient prédits. Ce qu'on aimerait faire ensuite dans un deuxième temps, c'est étudier un certain nombre de variants qui ne sont pas prédits mais qui nous semblent quand même d'intérêt pour voir si effectivement il y a un effet ou pas sur l'épissage. Et vraiment notre objectif final, c'est de proposer une étude prospective, c'est-à-dire que dès qu'on identifie un variant en NGS qui est susceptible d'avoir un effet sur l'épissage, de pouvoir le tester directement afin d'avoir tous les arguments à notre disposition au moment où on rédige le compte-rendu. En termes de perspective, là, la technique que je vous ai présentée, c'est du minigène, où on introduit dans le plasmide un exon ou éventuellement 2 exons s'ils sont relativement proches. Mais maintenant, il y a des équipes qui travaillent plutôt en midigène. Donc ça consiste en fait à cloner dans le plasmide en fait, beaucoup plus d'exons successifs, voire éventuellement la totalité du gène si c'est possible. Et ça permet de tester un variant beaucoup plus dans son contexte génomique physiologique. Donc là, je vous ai présenté les gènes qu'on a analysés, c'est GCK, HNF1A et HNF4A, mais bien sûr, c'est applicable à d'autres gènes, que ce soit d'autres gènes de notre thématique ou d'autres gènes impliqués dans d'autres pathologies. Et donc pour l'instant, on s'est concentré sur les variants qui étaient quand même relativement proches des sites naturels d'épissage, mais bien sûr, on peut tester des variants qui sont soit plus loin dans les introns ou même plus loin dans les exons.
D'autant plus que grâce au plan France Médecine Génomique, on va effectivement être amené certainement à identifier des variants introniques beaucoup plus profonds, qui sera éventuellement intéressant de valider grâce à cette technique. Et enfin, les algorithmes de bioinformatique sont quand même de plus en plus performants. Mais en fait, comme je vous l'ai dit, c'est seulement un argument faible dans la classification. Et donc, c'est important d'avoir une validation fonctionnelle qui apporte un argument fort. Et c'est vraiment ça qui permet de classer les variants. Voilà, et pour conclure, je voudrais remercier les membres du CRMR Prisi, et notamment Corinne Vigourou qui m'a proposé de faire une présentation aujourd'hui, et puis Sonia Yanmat. Les membres du département de génétique médicale, donc mes collègues de l'équipe, notamment Amélie Blondel qui en fait a fait un stage d'internat de 1 an chez nous, et c'est vraiment elle qui a mis en place les manips et qui a produit tous les résultats que je vous ai présentés aujourd'hui. Et à l'heure actuelle, c'est notre technicienne Gwendoline Leroy qui reprend les techniques au laboratoire. Pour tout ce qui est bioinformatique, c'est nos collègues Julien Burati et Julien Ibogouin qui nous ont fourni les résultats. Et puis enfin, je remercie aussi Alexandra Martins de l'Université de Rouen qui nous a fourni le plasmide et qui nous a aidés pour la mise en place des protocoles et des manips au laboratoire. Merci beaucoup.